Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à notre numéro 598, Remobiliser. Nous accueillons ce soir quatre participants au dossier de cette revue, les deux coordonnateurs et deux contributeurs importants d'articles dans le dossier. Je m'appelle Yannick Mével, j'ai été longtemps professeur d'histoire, géographie, EMC. Les tirets sont très importants pour moi. En lycée, en IUFM, SP, INSPE, et je suis désormais à la retraite, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et pour quelques mois encore, directeur de publication de cette belle revue. Le chat sera tenu ce soir par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. Oui, Ben Aïda. Je suis professeur des écoles, formateur, et je suis membre également du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Et je vous attends, voilà, dans le chat pour vos commentaires, vos réactions, vos questions. N'hésitez pas. Et avec nous également ce soir à la technique et en arrière-plan, Assa Gori. Bonsoir Assa. Bonsoir, je suis professeure de SVT dans l'Académie de Lyon et je vais m'occuper de faire la synthèse de vos échanges sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des références en relation avec le sujet de ce soir. Alors, notre webinaire va s'organiser classiquement pour ceux qui ont l'habitude des webinaires des cahiers pédagogiques. Allons vous présenter le dossier, puis nous entamerons une série de discussions à partir des questions notamment qui ont été envoyées par certains d'entre vous au moment de leur inscription. Et puis un petit dessin, enfin tout ce que les habitués connaissent bien et que les nouveaux découvriront aujourd'hui. Euh, on commence donc par la présentation du dossier. Bonsoir Grégory. Oui, bonsoir Yannick, bonsoir à tous, à toutes. Grégory Delboué, j'étais enseignant, je suis formateur depuis 2011 à l'IUFM, SP, INSPE de Lille, plus spécifiquement sur le site de Douai. Euh, voilà, et je fais de la recherche en sciences de l'éducation et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques Et et oui, alors, coordonnateur de cette revue, co-coordonnateur. remobiliser, point d'exclamation, c'est un titre énergique, plein d'entrain, mais qu'on dit peut-être pas assez. Pourquoi ce mot d'ailleurs plutôt que d'autres que nous avons déjà utilisés dans des numéros précédents de la revue? On parlait de motivation, on a parlé d'embarquer les élèves. Mais vous, les deux coordonnateurs, là, vous teniez beaucoup à que ça soit remobilisé. Alors, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce choix et les choix du coup d'orientation du dossier. Oui, en fait, ce que je vous proposerais volontiers, c'est d'expliquer d'abord le titre sans le suffixe re, qui suggère une répétition, je dirais même plutôt une réitération d'un phénomène qui est la mobilisation. Alors pourquoi la mobilisation plutôt que la motivation ou l'idée d'embarquer des élèves? Je pense qu'on se serait trompé de titre si on avait écrit remobiliser les élèves. Ça fait partie des discussions et évidemment, c'est surtout pas le titre qu'il fallait écrire, remobiliser les élèves. Ça aurait suggéré qu'on avait les clés finalement de leur implication, de leur investissement. Et nous, on ne le pense pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des clés, des idées et mettre des hypothèses fortes sur ce qui les implique, mais on a voulu que le titre soit plus juste. On aurait pu écrire par contre les élèves remobilisés ou des élèves remobilisés. Donc remobiliser les élèves, ça montrerait qu'on agit sur les élèves. Là, c'est plutôt le contraire qu'on voulait expliquer. C'était partir d'eux et de leur point de vue, de leur subjectivité, de ce qu'ils ressentent. Voilà, c'était ça qui nous importait et des contextes dans lesquels cette remobilisation pouvait se manifester. Donc, moi, j'aime bien parler de mobilisation parce qu'on parle justement d'un sujet, hein. Je parlais de subjectivité. Le sujet, c'est observer, c'est écouter l'autre. Un autre dossier sur lequel on a travaillé, observer, écouter. Écouter l'autre en partant de son point de vue à lui, avec toutes les limites et les difficultés évidemment que ça peut représenter que représente un tel exercice, hein, c'est-à-dire prendre le point de vue de l'autre, essayer de voir les choses de son propre point de vue, mais c'est admettre qu'on n'est pas dans une logique de contrôle, qu'on n'est pas dans une logique de maîtrise des causes, comme on est quand on parle de motivation, hein, on part des causes et puis on cherche à voir ce qui nous détermine, ce qui explique qu'on agisse, et notamment en classe.
Donc c'est admettre que finalement dans ce dossier, il y a quelque chose qui nous échappe dans la dynamique déjà d'un élève, qui plus est d'une classe, un phénomène complexe et en mouvement perpétuel. Voilà, donc le dossier sur la motivation aurait supposé une cause, un moteur interne. Embarquer les élèves, ça supposerait une action extérieure. Remobiliser, ça nous invite plutôt à observer, à comprendre les conditions qui permettent aux élèves de retrouver un engagement dans l'apprentissage. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant avec les auteurs, travailler avec eux. Il ne s'agit pas d'un levier à activer, mais plutôt d'un phénomène à reconnaître, à accompagner, à créer des contextes propices à la remobilisation, des dispositifs. Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de coordonner ce dossier. Donc voilà, le dossier, il explore cette idée-là en montrant que la remobilisation, elle ne se décrète pas. C'est qu'elle se construit en essayant de considérer que chacun puissent se retrouver dans les contextes que nous, on contribue à organiser, qu'on organise évidemment, qu'on conçoit, qu'on adapte, qu'on réajuste en permanence. Et voilà, ça donne toutes ces contributions qui me semblent assez cohérentes finalement. Eh ben justement, toutes ces contributions, on va en faire un petit tour d'horizon rapide avec Maëlys. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Maëlys Rousseau. J'ai eu le plaisir de coordonner ce dossier avec Grégory. Je suis professeure des écoles-directrice en maternelle. Je suis aussi formatrice à la mission maternelle des Hauts-de-Seine. Je suis membre du comité de rédaction et du conseil d'administration du CRAP Cahier pédagogique. Abonnez-vous, adhérez à cette belle association. C'est bien, merci pour le placement du produit. Et c'est pas un produit, c'est un lieu de partage et de D'échange et de militantisme. partage, hein. Alors, le plan et les titres, comme le disait Grégory, sont résolument tournés vers les élèves, sur la mobilisation, la remobilisation des élèves. Toutefois, bien sûr, c'est un dossier des cahiers pédagogiques, donc on y dit des choses sur les pratiques, on y dit des choses sur ce que les enseignants font, peuvent faire, et les éducateurs en général. Et on a essayé de mêler approches théoriques et propositions pratiques les plus variées possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est organisé, le plan et les quelques contenus que Oui, les lecteurs vont trouver dans ce dossier? oui, tout à fait. Alors, ben, c'est un dossier qui a recueilli une belle diversité d'articles qui tous répondent à cette problématique qu'a énoncée Grégory. Nous avons sollicité des chercheurs, et on en rencontrera un ce soir, de différentes disciplines auxquelles on a posé cette question. Comment votre discipline éclaire-t-elle les phénomènes de remobilisation des élèves? Ils ont planché chacun sur cette question. Et comme tu le disais, puisque nous sommes au cahier pédagogique, il y a également des témoignages de pratique qui couvrent tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée professionnel et général, en passant par le collège, l'ULIS, l'enseignement, le RASED et même la prison, Et où Fabien l'université? Marmonnier, le chat, oui, des adultes, et Daniel Beauvais nous parlent de la remobilisation des adultes incarcérés. Nous avons cherché à regrouper, c'est une trentaine en fait de contributions, à les regrouper autour de trois chapitres qui lient à la fois approche réflexive et témoignages de pratique. Donc, le premier chapitre, c'est vivre autrement les apprentissages. Donc, on a souhaité rassembler dans ce chapitre les contributions qui montrent que parfois, il suffit d'un petit changement pour qu'un élève retrouve de l'élan. Donc, ça peut être le regard de l'enseignant qui change, un adulte plus disponible en Ulysse, par exemple, un objectif d'apprentissage qu'on a revisité ou une nouvelle manière de travailler plus collective. Il y a une interview de Laurent Reynaud, par exemple, sur la classe puzzle. Ce sont des leviers concrets qui permettent aux élèves de se remettre en mouvement. Et puis, dans le second chapitre, S'ouvrir sur le monde, on a rassemblé des contributions qui vont peut-être un petit peu étonner parce que parfois on pense que les contenus exigeants pourraient décourager les élèves. Et cette partie du dossier, ben, on découvre que bien au contraire,
ils peuvent devenir des moteurs puissants. Si on observe certaines conditions, ils peuvent stimuler, provoquer l'envie de se dépasser. Et puis, le troisième chapitre, enfin, retisser le sens de l'activité. Donc là, comme le dit le titre, on a cherché à relier en fait tout le parcours de l'élève. C'est un chapitre qui s'intéresse au parcours de l'élève de façon globale et qui met en évidence selon un point clé selon nous, c'est que la mobilisation, elle peut devenir durable lorsqu'un élève peut faire des choix, devient un véritable acteur. Grégory parle de sujet, hein. Donc voilà pour les trois chapitres du dossier papier, mais on a aussi de très beaux articles sur le site. Un article d'Hélène Lima sur l'Ulysse Collège, un article de Julie Plouvier qui montre comment toute une classe peut se remobiliser grâce à des dispositifs enfin, autour de dispositifs de coopération. Et puis, un article très intéressant sur Mayotte qui montre là comment toute une académie se remobilise les pauvres après des crises. Et puis, enfin, un autre article collectif, pardon, qui relate une recherche-action sur le thème de la coopération et comment elle peut également offrir des conditions de remobilisation pour certains élèves. Et parmi les personnes qui ont contribué à ce dossier, deux sont avec nous ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, donc moi je suis Sylvie Gros. Alors je suis ce soir avec ma casquette de professeure de mathématiques, sachant que je suis aussi formatrice et chercheuse en didactique des mathématiques. Et juste pour pointer le fait que moi aussi je suis membre du CRAP Cahier pédagogique et que je suis toujours très étonnée et enthousiasmée de tout ce que l'écriture peut apporter. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à écrire, à proposer des articles pour parler de son activité. Merci. Le titre de l'article que tu as donné pour ce dossier paraît un petit peu provocateur. Les maths, terre d'enchantement. Alors, à l'heure où on parle que des difficultés des élèves en maths, du niveau qui baisse, de l'urgence de reprendre les bases, c'est bien sérieux ça, de venir nous parler d'enchantement, d'imagination, de surprise? Oui, tout à fait, parce que bon, quand on parle de base, je pense souvent au Lego. Et je me dis qu'on peut construire quelque chose qu'à partir du moment où on a un peu l'idée de l'édifice qu'on veut créer, quoi. On commence pas à poser des briques sans savoir jusqu'où on va, ou avoir une envie, ou d'avoir un désir, voilà. Et donc, en fin de compte, pour moi, ce qui va remobiliser un élève, c'est que on recrée cette petite flamme du désir, de la curiosité, de l'envie. Déjà, ça, c'est un point. Mais qu'une autre condition, c'est que les apprentissages qu'il va faire vont lui permettre de gagner dans un pouvoir d'agir, un pouvoir de décision, enfin lui donner, euh, lui augmenter, on va dire, sa façon de voir les choses, sa façon de pouvoir envisager la suite de ses études, etc. Donc il y a à la fois la curiosité, et puis pour ça, il y a plein de moyens, hein. C'est de voir que les mathématiques, c'est aussi un enjeu culturel, qu'on ne compte pas en France comme on compte dans d'autres pays, on ne compte pas aujourd'hui comme on a compté autrefois. Donc par exemple, sur juste cet objet mathématique tout simple qu'est la numération, ben, c'est beaucoup plus efficace de les faire travailler sur cet enjeu de comprendre d'autres numérations que de reprendre les bases de la numération décimale, position, voilà, que l'on peut avoir en France. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que quand les élèves se lancent comme ça sur des choses qui ont un enjeu fort pour eux, qui sont un peu consistantes, qui relèvent aussi d'une culture commune, hein, on parlait de coopération, donc de construire des choses ensemble, bah, de nouveau, ça crée des nouveaux étonnements. Puis en fin de compte, on a une espèce de spirale vertueuse comme ça, qui fait que les mathématiques ne sont plus quelque chose qui serait quelque chose de rigide, figé, et ancien, mais quelque chose qui est toujours mouvant et puis qui se développe et auquel tous les élèves à n'importe quel niveau peuvent participer.
Et puis un dernier aspect aussi, je pense que c'est la posture du prof. Quand on lance comme ça des projets ou on se laisse embarquer avec les élèves justement sur une question qu'ils se posent, ben, il se peut qu'on aille sur des terrains où on est un petit peu moins à l'aise. Et moi, j'ai toujours vu que c'était des moments vraiment magiques où on apprend avec eux et on découvre des choses avec eux. Donc peut-être que la mobilisation aussi, elle se fait, je vais dire, par empathie, quand nous-mêmes, on montre qu'on est mobilisé, quoi. Et qu'on se met un petit peu en danger autant que avec nos élèves. Voilà. Si je veux donner juste un exemple, parce que j'en donne pas mal dans l'article, mais il y en a un qui me revient, c'est une classe de seconde, par exemple, où les élèves par groupe de 3 ou 4 devaient préparer une séance de mathématiques à présenter dans une école. Et ben, enfin, je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais avec cette affaire-là. Et en fin de compte, ça nous a permis de revoir justement toutes les bases, parce qu'en fin de compte, les élèves ont dû se questionner pour savoir comment on apprenait à compter en petites sections, etc. Et ils ont vécu une journée vraiment merveilleuse où ils ont pris à 2 ou 3 la responsabilité de faire une petite séquence de mathématiques dans une classe. Alors, je ne sais pas si ça crée des vocations, mais en tout cas, c'est un moment fort dans leur année qui donne une autre idée des mathématiques. Je me permets une petite réaction spontanée, Yannick, en écoutant. Oui, je sais, je casse le protocole, mais en écoutant Sylvie, je me dis que vraiment ce qui tourne autour de cette histoire de mobilisation et de remobilisation, c'est un climat d'incertitude, mais d'une joyeuse incertitude, d'une délicieuse incertitude. Et quand j'écoute Sylvie, ça me rappelle qu'il faut dire ça quand on parle de mobilisation. La motivation, elle nous amènerait à penser que non, non, tout est calé et donc il y a une chaîne de détermination qui doit conduire à quelque chose. La mobilisation, ça se fait dans un climat d'incertitude, mais qui doit être joyeux. Mais de sécurité en même temps, et c'est bien cet équilibre qu'il faut réussir à trouver. Notre quatrième invité attend sagement de prendre la parole, lui. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc, je suis Patrick Rayou. Alors, mon vrai titre, c'est que je suis professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Émérite, ça veut dire que je suis à la retraite et que j'ai désormais le temps de travailler vraiment. Voilà, c'est le plus intéressant dans cette situation. Tu es l'auteur de l'article qui clôt le dossier et tu lances cette question. Peut-on décréter la remobilisation? C'est un petit quelque chose presque de démobilisant pour les profs, cette idée de décret là. Et c'est pas ça que tu nous expliques, je crois, dans l'article. Mais j'espère que non. L'idée, puisqu'on est dans, c'est le vocabulaire un peu militaire qui m'a interpellé à ce moment-là, avec l'idée que la mobilisation, on la décrète à un moment donné. Alors on est dans un épisode un peu guerrier sur la planète, donc je voudrais pas trop filer cette métaphore. L'idée, c'est au contraire d'empêcher, enfin d'empêcher, de dire aux enseignants qu'il faut, il y a un risque à partir avec la fleur au fusil, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on pourrait à partir d'un volontarisme tout à fait sympathique et nécessaire, penser que ce moment de la mobilisation suffit, voire de la remobilisation s'il y a besoin, alors que les choses sont quand même un peu plus complexes. Voilà. Il est à remarquer d'ailleurs que aussi bien l'armée que l'école parlent d'enrôler, hein, mais c'est pas exactement le même type d'enrôlement. Il y a eu un numéro des cahiers pédagogiques sur l'embarquement, et on voit bien le souci qu'il y a à tourner autour de ce qui se passe de spécifique dans l'acte d'enseigner et d'apprendre et qui relève de quelque chose qu'on appelle de non divers et variés. Ce qui me paraît important, c'est le fait que l'adhésion de la mobilisation, de la remobilisation, elle est sur la longue durée. On parle parfois de persévérance scolaire, hein, pour faire comprendre le fait qu'il ne suffit pas de décider de s'y mettre. On voit des décrocheurs qui reviennent, par exemple, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, dans le micro-lycée. C'est relativement facile pour eux le premier jour. C'est plus difficile le deuxième, le troisième et les jours qui suivent. Voilà, c'est la vie, hein. On connaît tout ça dans différents domaines. En l'occurrence, il faut, et là je m'appuie sur des travaux de psychologues, hein, je pense à quelqu'un comme Laurent Connefroy, il dit il y a les velléités, puis il y a les volitions. Et je trouve ça intéressant, ces espèces d'ensemble de petites dégradations, en tout cas de petites nuances, parce que les velléités, il faut bien qu'il y ait quelque chose, une sorte de starter qui fasse qu'on a envie de partir, mais après, il faut qu'il y ait des volitions, il y a des espèces de petites volontés intermédiaires qui font tenir la boutique, si je puis dire, et qui durent. Et de ce point de vue-là, les psychologues nous apprennent aussi que l'idéal pour l'enseignant, c'est un élève qui a une motivation intrinsèque.
Alors on aimerait tout ça, qu'ils fassent des mathématiques pour le plaisir pur, qu'ils fassent de la philosophie pour le plaisir, etc. Les réalités ne sont pas exactement celles-ci, ne serait-ce que parce qu'il y a des évaluations et quelques autres contingences. Et l'idée de Confroy, que moi j'aime bien, c'est qu'on peut très bien avoir une motivation qui au début est extrinsèque, c'est-à-dire j'apprends l'anglais parce que je vais avoir le concours, l'examen ou tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, c'est comme les épinards, on peut finir par aimer ça. Voilà, et je trouve que cette vision-là, un peu moyen et long-termiste, elle est intéressante et qu'elle permet de dissiper les illusions d'une mobilisation de tout son être, hein, qui permettrait de réussir. On sait d'ailleurs que les filles et les garçons ne sont pas socialisés de la même manière. En l'occurrence, on dit parfois que les garçons, ils ont cette façon de travailler à l'arrache, hein, de croire qu'ils vont faire demain ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, alors que les filles sont plus sur ce que comporte la forme scolaire pour des tas de raisons, de travail sur la longue durée, de collaboration. Et c'est tout ça qui se joue, à mon avis, dans ces histoires de mobilisation et de remobilisation. Le dernier point, peut-être pour ne pas être trop long, c'est que il me semble que, je dis pas ça dans l'article, mais ça me vient après, que ça peut être intéressant de regarder le parallélisme qu'il y a entre les mobilisations enseignantes et les mobilisations des élèves, parce que d'une certaine manière, ils ont tous à affronter les mêmes questions. Je crois qu'on l'oublie un peu souvent, chacun ayant tendance à penser que c'est l'autre qui me fait souffrir. Dans l'un et l'autre cas, ils sont confrontés très souvent à du travail empêché. Et je pense que prendre en compte le point de vue de l'autre dans ce qui empêche le travail ou ce qui le favorise, c'est une perspective intéressante qui d'ailleurs pourrait être un prochain dossier des cahiers pédagogiques. Merci. Malice, tu as contribué dans ce dossier deux fois en apportant deux fiches outils. L'une d'entre elles s'appelle Mobirou et j'invite nos lecteurs à utiliser la possibilité extraordinaire de télécharger des Mobirou sur notre site. C'est les cahiers pédagogiques gadgets là qu'on commence à lancer. Et c'est un très joli outil. Mais c'est pas celui-là que je voudrais que tu nous parles ce soir, c'est plutôt de l'outil qui s'appelle Inventaire des ressources. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, alors ben, je te remercie beaucoup de me donner la parole après Patrick Rayoux parce que justement, il me semble que l'inventaire des ressources, son idée générale, c'est de travailler le rapport au savoir des élèves et de leur permettre de donner du sens à leurs apprentissages. Alors, comment ça marche? Bah, d'abord, il y a des conditions particulières pour mener un inventaire de ressources. Il faut d'abord qu'il puisse s'inscrire derrière une situation particulièrement riche qui mobilise beaucoup de ressources pour les élèves. Ça peut être une pratique culturelle, un problème mathématique, une production d'écrit, un débat, une enquête, voilà, quelque chose de très roboratif comme ça. Euh, la deuxième condition, c'est qu'il faut que les élèves aient l'occasion de revivre plusieurs fois cette situation. Sinon, l'inventaire des ressources n'aura pas de sens. Et on verra pourquoi quand j'expliquerai un peu plus concrètement. Et puis, la troisième condition, c'est d'accepter de sortir d'une logique de programmation classique des séances hein, qui voudrait qu'on commence par des tâches, les tâches les plus faciles pour aller progressivement vers des choses plus complexes. Comme le dit Grégory, il faut accepter une part d'incertitude. Et voilà pourquoi, parce que ça se passe comme ça. Si je prends l'exemple du dernier inventaire de ressources que j'ai fait cette semaine dans ma classe, en fait, les élèves sont confrontés à une situation en art plastique de sculpture. Donc, ils pourraient être lycéens, mais ils sont en maternelle. Ils ont des fils de fer et ils doivent faire une sculpture qui tient debout. Et donc, c'est très difficile pour eux. Et on commence l'inventaire des ressources. Donc, c'est un outil qui se présente comme ça. On est tous ensemble au regroupement et on se demande, bah voilà, on vient d'essayer de faire des sculptures en fil de fer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qui nous rendrait plus forts pour faire des sculptures qui tiennent debout? Hein. Donc là, c'est une étape assez métacognitive. Les élèves cherchent, ils repensent à ce qu'ils ont vécu et ils se demandent bah, quelles connaissances j'ai utilisées, quelles connaissances m'ont manqué, quelles stratégies les autres ont employées, etc. Et l'enseignant négocie un petit peu les formulations pour qu'elles soient les préciser, pour leur enlever un petit peu d'ambiguïté. Et puis, il crée une liste
tous ensemble. Et puis, il y a une deuxième phase dans l'inventaire des ressources. Une fois qu'on a notre liste, il y a une phase d'engagement parce que l'inventaire des ressources, il va devenir un contrat entre les élèves et l'enseignant. Donc, l'enseignant prend l'engagement d'aider tous les élèves à développer ces ressources et les élèves, eux, s'engagent de leur côté à apprendre. Donc, une fois qu'on a réalisé cet inventaire des ressources, eh ben, il va nous servir encore longtemps puisqu'il répond encore à d'autres intentions, d'autres enjeux. D'abord, il sert à l'enseignant puisque à partir de cet inventaire des ressources, il va définir des objectifs d'apprentissage et concevoir des tâches d'apprentissage que les élèves vont rencontrer et qui vont leur permettre d'apprendre. Donc, les élèves réalisent ces tâches, apprennent, et là, on voit quel est l'enjeu motivationnel de l'inventaire des ressources, c'est que les élèves aient envie de réaliser ces tâches et se disent, ah bah au fond, je vais apprendre l'équilibre pour, ça va me servir à mieux faire tenir ma sculpture et à être plus fort dans ma pratique de sculpture. Et puis, le dernier enjeu, c'est le développement des capacités de transfert. Et c'est difficile, ça, le transfert. On le sait bien. On s'aperçoit que les élèves savent faire des choses dans des tâches très standardisées, mais qu'ils ont du mal à les transférer dans des situations plus complexes. Et revenir à l'inventaire des ressources, eh bien, ça permet d'aider les élèves à se dire, ah oui, c'est vrai qu'on avait dit que ça pourrait être utile dans cette situation. Je l'ai appris, je vais essayer de l'utiliser. Voilà. Grégory, cet inventaire des ressources, tel que le pratique Maëlys en maternelle, toi tu le fais aussi à l'université, d'autres d'ailleurs au collège et au lycée. C'est un outil parmi d'autres qui vise à aider les élèves à sortir de ce que tu nommes dans un des deux textes également que tu as donné dans ce dossier, des situations de travail empêchées. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, Patrick reprenait cette expression tout à l'heure, hein, que moi j'emprunte volontiers à Yves Clos. Alors, pour la circonstance de ce soir, j'ai ressorti de ma bibliothèque un ouvrage qui s'intitule Le travail à cœur. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup, que je relis régulièrement. Et là, pour préparer le webinaire de ce soir, j'avais envie de vous proposer alors, je ne savais pas si j'allais le lire, et finalement, je vais le lire parce que il me semble que Patrick a tendu une perche tout à l'heure, en parlant à la fois de la mobilisation et des élèves et des enseignants, parce que les deux posent question. Et il me semble que ce passage est tout à fait consonant avec cette idée-là. Alors, Yves Clos décrit un enseignant qui s'exprime, justement, et qui dit, je suis page 57, j'ai l'impression de faire semblant d'être prof de mathématiques. Ce sont des semblants d'élèves et des semblants de professeurs, des semblants de mathématiques. Les mathématiques qui vont donner à moi, leur professeur, qu'ils vont donner à moi, le professeur, c'est des mathématiques comme ça. Ces élèves, ces élèves vont avoir l'impression qu'ils font quelque chose, et moi, comment dire, si je peux éviter d'être lucide, je pourrais m'en contenter. C'est bien, je fais mon boulot, mais j'ai trop conscience qu'en fait, ce n'est pas inscrit dans la durée. C'est comme une impression de mathématiques. Alors après, il continue comme ça. Mais c'est très touchant ce passage parce que on voit bien ce qu'il y a aussi au cœur de la mobilisation. Euh, Ce sont les mobiles qui nous animent au fond, auxquels on n'accède pas toujours. C'est le sens de notre action, c'est le sens de l'action de l'élève, c'est le sens de l'action du prof. C'est ce que moi j'ai appelé dans ma thèse les conflits de sens. Quand les sens se retrouvent, ils sont peut-être pas les mêmes, mais ils se retrouvent, ils se composent, ils s'articulent, ça peut donner quelque chose de formidable. Et parfois, les sens se retrouvent pas et chacun vit sur des chemins un peu parallèles. Je crois que c'est Sylvie qui prenait cette expression tout à l'heure de parallèle, et donc chacun fait son chemin l'un à côté de l'autre. Alors, le travail empêché, c'est quoi? Ben, c'est une situation qui inhibe la mobilisation de celui qui pourrait ou devrait se mettre au travail et qui bloque sa capacité de s'investir pleinement et de mettre ses ressources en mouvement, comme dit Charlot. Donc l'empêchement, c'est un frein à la mobilisation effective. Et Yves Clos, il résume ça dans l'expression que moi j'aime bien rappeler, c'est ce qui est ni fait ni à faire, il dit.
Alors, ni fait parce qu'on s'investit pas, parce qu'on se sent pas à la hauteur, par exemple. Alors du coup, on s'investit pas dans une tâche, parce que le but nous semble inaccessible, par exemple. Et ni à faire parce qu'on on donne pas de sens à ce qu'on fait. Donc, on voit pas pourquoi on aurait ça à faire. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer à travers trois exemples, hein, donc, en développant trois mots qui sont pour moi trois situations différentes de démobilisation, puisqu'en fait, le premier article que j'ai fait, c'était pour traiter de l'avant, la remobilisation, c'est le moment où on se démobilise pour essayer de trouver la marche qui permette de se remobiliser. Et donc, j'évoque trois situations. La première que j'appelle l'immobilisation, la deuxième, la rupture, et la troisième, la sous-stimulation. Et quand on va dans une classe, alors si vous voulez en savoir plus, il faut lire l'article, Voilà. mais voilà, mais quand on va dans une classe, on les voit, ces élèves. L'élève immobilisé, c'est celui qui est stoppé net, qui est sidéré, qui est à l'arrêt. Voilà, et si vous voulez rentrer vraiment dans le détail de ce phénomène, là, c'est ce que j'explique. L'élève en rupture, c'est celui qui passe voilà, il saute au-dessus de la situation, en disant c'est pas grave, je reste avec le groupe, hein. Donc il donne toujours l'illusion d'être là, mais en fait il est dépassé. Et l'élève sous-stimulé, on les connaît aussi quand on va dans les classes, et qu'on soit du côté des maîtres ou du côté des formateurs qui regardent la classe, on les voit, ces élèves qui sont sages, qui s'ennuient parce qu'ils savent déjà tout, et puis au bon moment, on leur donne la parole pour les valoriser quand même, et puis qu'ils participent un petit peu, mais souvent ils sont démobilisés sans le montrer. Merci. Il se passe quelque chose sur le chat, Ben? Eh bien non, pas grand-chose en termes de questions ou de commentaires. Ça veut dire que notre public est très attentif et passionné par ce que vous dites. Moi, si je peux me permettre, alors pour le coup, si je comprends bien, ça ne suffit pas du coup d'avoir un enseignement suffisamment explicite pour que les enfants comprennent. Qui se lance? Je veux bien ouvrir le bal de l'explicite, si vous voulez. Il me semble que l'enseignement explicite s'inscrit dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de détermination avec cause-effet, et le nouvel effet devient la cause du prochain effet, et c'est comme ça qu'on décide de modeler les élèves dans un premier temps. Alors avec le modelage, je mets le haut-parleur sur mon cerveau et les élèves font tel que j'ai dit. Alors ça paraît évident quand on le dit, je pense que c'est moins évident quand on le fait. Et on a les travaux de Gérard Vergniaud, par exemple, qui montrent à quel point il est bien difficile d'expliciter quand on est un expert ce que l'on fait, par exemple, hein, pour citer un autre qui s'est intéressé au travail. Mais, et donc, il y a une chaîne d'évidence, en fait, dans l'enseignement explicite qui, moi, me paraît à interroger du point de vue de l'incertitude. Et puis, le deuxième problème en termes de mobilisation, c'est la réduction, pour moi, de la mobilisation, hein, puisque je décris dans le deuxième article notamment quatre grandes familles de mobilisation, hein, quatre boucles en fait, hein, puisque le principe de la mobilisation, c'est une répétition perpétuelle, une réitération perpétuelle de quelque chose. Et l'enseignement explicite, typiquement, s'inscrit dans la boucle 2 que je décris, qui s'appelle la boucle d'imprégnation, hein, qui consiste à articuler trois familles d'activités, s'informer par exemple par un modelage, automatisé, par exemple dans une pratique guidée, comme disent l'enseignement explicite, en tout cas pour l'enseignement explicite nord-canadien, hein. Je ne parle pas de nos collègues sociologues français qui abordent l'enseignement explicite d'une toute autre façon. Et la pratique qu'ils disent autonome, alors pareil, autonome, moi ça m'interroge parce que pour moi, autonomos, autonomie, c'est faire selon ses propres règles. Là, c'est faire selon toujours les mêmes instructions et les répéter à l'envi pour automatiser encore davantage. Donc en fait, c'est une mobilisation possible dans la boucle d'imprégnation et qui nie toutes les autres boucles d'imprégnation. Et moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est cette réduction des mobilisations possibles qui nous rendent riches d'un tas de façons d'aborder les savoirs et de les vivre. Si on prend l'exemple que donnait Maëlys tout à l'heure, ça peut être intéressant pour apprendre à plier en angle droit un fil de fer ou un morceau de ferraille pour ensuite fabriquer sa sculpture. Là, on va avoir besoin d'un entraînement, de répéter, de modéliser, etc., de modeler tout ça. Mais ça ne fera pas la sculpture, quoi, à la fin. Y a-t-il un autre des intervenants qui a une petite chose à dire? Une minute, hein, Oui, Oui, Patrick. peut-être sur l'enseignement explicite, je crois qu'un des oublis, mais à mon avis, ça s'inscrit dans ce que dit Grégory, un des oublis de l'enseignement explicite, c'est qu'on est très centré sur l'action de l'enseignant sur l'élève et qu'on ne se pose pas un instant la question de savoir comment la consigne est décodée.
Moi, je suis pour que les consignes soient le plus explicites possible et le plus claires, mais on sait très bien que les élèves ont un génie extraordinaire pour les interpréter différemment et que c'est ça qu'il faut travailler avec eux. Ça, c'est une des premières limites, hein. C'est comme si les élèves n'avaient pas même de rapport au savoir, pour employer ce mot, ce concept de Charlot. Et le deuxième, c'est que on sait très bien que si on devait tout expliciter, il faudrait expliciter les mots à l'aide desquels on explicite. Et là, on rentre dans des cercles logiques qui sont infernaux. La troisième argument qui montre la limitation de ce point de vue, c'est que si on est dans de la dévolution de problèmes, il y a forcément un moment où il faut cacher quelque chose que les élèves doivent trouver. Donc voilà, c'est de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV. Moi, je Parmi veux les... bien juste compléter aussi. Pardon. Effectivement, ça correspond à un certain type de tâche parce qu'il ne faudrait pas opposer non plus l'explicitation au constructivisme comme on peut l'entendre quelquefois. Et tout le jeu de l'enseignant, c'est de réussir à savoir ce qu'il faut dévoiler ou non et à quel moment le faire. On parlait tout à l'heure d'enseignants mobilisés, puis moi je parlais aussi d'enseignants qui est le prof ignorant à certains moments. C'est pas parce qu'il est ignorant et qu'il se laisse embarquer, j'allais dire, dans la curiosité des élèves, etc., qu'il n'est pas didactisant. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est de savoir comment repérer où sont les savoirs pour pouvoir les expliciter et les mettre au jour lorsqu'ils apparaissent, comme disait Maëlys, soit dans un inventaire de ressources, ce qu'on appelle nous aussi en mathématiques un répertoire, quoi. Savoir qu'à un moment, il faut savoir qu'on sait et qu'est-ce que l'on sait. Parmi les questions qui nous ont été posées par les personnes inscrites au webinaire, plusieurs interviennent sur l'une des causes de démobilisation qui serait le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, souvent renforcé par les évaluations ou par des évaluations qui soulignent plus les difficultés que les réussites. On nous interroge sur ce qui pourrait, dans ce cadre, maintenir l'effort. Maëlys, peut-être? Oui, merci aux personnes qui ont posé cette question, hein. C'est une question passionnante qui est abordée, enfin, euh, par le dossier, mais sous un angle un peu particulier parce que dans ce dossier, on parle beaucoup des publics qui sont confrontés de façon répétée à l'échec, en fait. Je pense par exemple à l'article très très intéressant d'Émilie Delboé, Anne Lang et Aurore Villette sur les élèves d'Ulysse Collège. Elles ont vraiment pris le temps de les interroger sur ces passages à vide et les moments où ils reprennent courage. C'est un article vraiment passionnant. J'invite tout le monde à le découvrir. Il y a aussi le texte de Pascal Tortel, qui est enseignante en dispositif relais, celui de Mathieu Brabant, qui est prof de maths en lycée pro, celui sur Mayotte, celui de Rémi Wauters, qui est en centre éducatif, donc de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, tous ces praticiens, hein, ils sont aux prises avec des publics qui ont littéralement perdu espoir. Et peut-être que dans ce dossier, on aurait pu, Grégory a proposé un article très très intéressant, le tout premier, qui explique un petit peu le phénomène de la démobilisation, mais c'est vrai que on n'est pas rentré dans le rôle de l'évaluation à la fois comme source de démobilisation, de découragement. Certains parlent d'impuissance apprise. Bon, je pense qu'autour de la table, il y a des gens qui pourront nous dire un mot. Et peut-être aussi que, une autre évaluation, peut-être moins normative, peut-être plus fondée sur le progrès, serait une évaluation qui serait plus compatible avec la mobilisation de tous et de chacun. Alors, avant d'avoir d'autres réactions sur cette question, on va la coupler avec une autre qui est voisine et peut-être un peu paradoxalement à l'inverse. Euh, les- plusieurs questions en tout cas, se posent la question du plaisir d'apprendre comme un levier ou pas, indispensable, un préalable peut-être à la mobilisation. Grégory, tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Oui,
Alors, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais oui, le plaisir, moi je le distinguerais rapidement peut-être de la joie et du désir, parce que je pense que c'est intéressant de distinguer ces mots-là. Le plaisir, il est assez instantané, il est fugace, on ne se projette pas trop dans l'avenir avec le plaisir, mais évidemment, on est tous contents d'avoir du plaisir à un moment donné, hein, on ne va pas rejeter cette idée. Le désir, c'est quelque chose qui est... on cite souvent Aristote en disant le désir est l'unique force motrice, hein. Ça va dans le sens de ce que disait Patrick tout à l'heure sur peut-être que le plaisir il est déclencheur, mais à un moment il faut persister, il faut que ça dure. Et là il faut du désir pour que ça dure, parce que le plaisir, vous savez, c'est comme dit Philippe Mérieux, c'est vite le retour à l'électroencéphalogramme plat après le plaisir. Donc à un moment il faut entretenir ça, il faut le pousser sur la longueur, il faut persister. Et donc, et persister, il me semble que je vais faire le pont avec ce que disait Maëlys, hein. J'avais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus sur trois façons d'évaluer un élève finalement dans le dossier sur l'excellence qu'on a sorti il y a à peu près un an. Et j'avais exposé trois systèmes de référence, hein. On peut se référer évidemment à une norme sociale, hein. Il est écrit dans les programmes de ma classe qu'à tel âge, dans tel niveau de classe, l'attendu, c'est ça. Alors tu es en dessous, tu es très loin, tu y es, tu es à l'heure, tu es en avance. Et donc, bon, bah, ça, c'est évidemment pas quelque chose qui est très mobilisateur, sauf pour celui qui est l'élève standard, quoi, qui correspond vraiment voilà, au décalage optimal avec ça. Après, il y a le deuxième système de référence qui est plutôt celui de la comparaison sociale, hein. On regarde son voisin et puis on voit comment on est par rapport à lui. Est-ce que je suis plus? Est-ce que je suis moins? Est-ce que je suis pareil? Tiens, la moyenne de classe. Ah, mon fils a eu 17. Oui, mais ça vaut quoi? La moyenne de classe, c'est 18. Ah oui, ouais, c'est pas terrible, 17. Bon, et donc on est dans ce... Voilà. Et je suis pas sûr qu'on prenne du plaisir comme ça. Et finalement, le plaisir véritable en matière d'évaluation, si j'essaye de relier les deux questions, il me semble que c'est sans chasser ces deux autres systèmes de référence qui existent et on ne peut pas les éliminer comme ça d'un tour de baguette magique, évidemment, mais il faut valoriser, à mon sens, beaucoup plus, si on veut être cohérent avec ce concept de mobilisation et de remobilisation, c'est vivre plusieurs fois la même chose, et donc c'est répéter, et répéter en ayant le sentiment d'être augmenté. Et donc c'est ce que les psychologues appellent l'autoréférencement, c'est le fait de pouvoir se comparer à soi-même et de se dire, je suis plus à l'aise, je me sens plus fort, ou je suis objectivement plus fort au regard de la note qu'on me met, ou quand je fais la sculpture en fil de fer, je me sens plus à l'aise. Maintenant, elle tient debout, avant, elle ne tenait pas debout. Et qu'on ait des critères, et que nous, on apporte des critères aussi pour objectiver qu'il y a un progrès, parce que je dis parfois à mes étudiants, c'est comme une radiologie. Moi, quand je vais chez radiologue, je ne vois pas forcément ce qu'il y a. Et nous, on sait lire les progrès, comme le radiologue sait lire une fracture. Et donc, lire les progrès pour un élève ou lire les progrès pour un parent qu'on reçoit, c'est dire, ben, vous voyez, ça, c'est un progrès énorme. Alors, vous en rendez peut-être pas compte, mais ça, c'est vraiment un gap incroyable qui vient de passer là, parce que c'est très difficile. Et mettre en valeur ces sauts, ces gaps, comme disait Jean-Pierre Astolfi, ben, moi, ça me paraît vraiment le moyen de relier l'histoire du plaisir, l'histoire de l'évaluation et de le rendre cohérent avec la mobilisation. Alors, il y a aussi derrière ça l'idée de plaisir différé d'apprendre aux élèves Oui. à en baver en quelque sorte à un moment, parce que plus tard, à un moment, eh bien, le plaisir arrivera. Et, et ça alimente un certain nombre de malentendus scolaires, malentendus à l'école, par exemple tous ceux qui sont liés à des frustrations. Enfin, ou qui engagent des frustrations chez les élèves et chez les enseignants liées aux situations d'apprentissage. Euh, Qu'est-ce qui se joue donc autour de ces questions de malentendus qui pourraient d'ailleurs devenir peut-être, à certaines conditions, des bien entendus, Sylvie, pour lancer la discussion? Sans doute qu'il y a une difficulté à bien différencier ce qui va être l'activité et l'apprentissage. Bon, c'est là où il y a enfin, on trouve des gros malentendus, c'est-à-dire que l'élève a l'impression de faire ce qui est attendu de lui, alors que l'objectif, il n'était pas là. Et ça crée de la frustration de part et d'autre, parce qu'il y en a un qui a l'impression d'avoir bien joué son rôle et bien répondu aux attentes, et qui ne comprend jamais pourquoi il est tombé à côté, quoi. Donc, alors, justement, je reviens sur l'explicitation. Expliciter les attentes, expliciter les progrès, là, pour moi, ce sont vraiment des enjeux forts.
Et puis du coup, l'évaluation, c'est de la concevoir comme étant un horizon d'attente, hein. C'est le plan de la maison que je disais qu'on allait construire et que voilà, c'est de savoir vers quoi on va et se donner des objectifs en sachant que ben, on va peut-être pas les atteindre tout de suite, mais parce que le plaisir aussi, il vient d'une certaine résistance. Enfin, je pense que si les choses sont trop simples, on n'a pas le même plaisir que quand on s'est un petit peu dépassé, quoi, de se donner ses propres challenges. Sauf que c'est une différence entre se donner un objectif, qu'on nous impose un objectif, c'est-à-dire que dans les évaluations, elles sont beaucoup trop normées à visée sélective, quoi. Elles sont là pour dire, voilà, il faut atteindre ce niveau-là, sinon, nanana. Donc, non, l'enjeu, c'est vraiment que les élèves aient des temps et des outils pour pouvoir mieux se connaître eux-mêmes, savoir déjà ce qui leur fait plaisir et de savoir comment ils progressent et qu'est-ce qui les fait progresser pour pouvoir avancer par eux-mêmes. Je vais juste donner une anecdote, mais j'avais un élève en seconde qui a fait des progrès vraiment remarquables et du coup j'avais mis dans son carnet que je souhaitais rencontrer ses parents. J'ai vu le papa arriver, le dos complètement courbé comme ça, regardant ses pieds. On se dit, enfin, j'imaginais dans sa tête qu'est-ce qu'on va me vouloir. Et j'ai dit, ben voilà, je voulais vous voir pour vous parler des progrès de votre fils et de tout ce qu'il a fait. Eh bien, je peux vous dire qu'au cours de l'entretien, j'ai vu cette personne se redresser. Et rien que ça, eh bien, pour moi, je pense que c'était remobilisant pour son fils lui-même et pour lui aussi, pour l'encourager. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue avec cette coéducation et de montrer quelles sont nos attentes et comment on les voit progresser. Ce qui est complètement différent, vous voyez, d'une sorte de bienveillance béate qui serait dire ah c'est extraordinaire, ah c'est génial, etc. Je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de dire bah là ça ne va pas, mais on va travailler ensemble pour progresser. Alors, je termine avec une quatrième question issue des gens inscrits, et puis après, vous aurez l'occasion de rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit les uns et les autres. D'autres questions nous interpellent sur les dispositifs de remobilisation, par exemple dans les situations de décrochage, des dispositifs qui favoriseraient la remobilisation des élèves les plus démotivés. Patrick, tu peux lancer la discussion là-dessus? Oui, alors moi j'aurais un préalable, c'est que voilà, j'ai dit en général les dispositifs eux-mêmes, il faut les mobiliser parce qu'aucun dispositif n'entraîne rien de sa propre vertu. Voilà. Et on a beau en inventer, créer des millefeuilles de dispositifs, il n'est pas sûr du tout que ça serve à quoi que ce soit si les élèves n'ont pas le sens, hein, qui est quand même la grande ligne que nous voyons ce soir, qu'ils attribuent à ce qu'ils font, à ce qu'ils réussissent. Donc, il faut regarder comment les dispositifs sont mobilisés. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre la naissance et le développement et la vie d'un micro-lycée. Bon, les micro-lycées, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est des structures qui sont de l'éducation nationale, hein, qui sont dérogatoires parce que les enseignants peuvent se coopter pour créer une équipe et les élèves sont recrutés après passage d'un casting. Voilà. Ce sont en général des décrocheurs assez lourds, hein, donc ce pas des décrocheurs occasionnels qui reviennent à l'école et on voit comment les collègues qui chapeautent et font tourner ces structures ont des façons de se mobiliser qui sont intéressantes pour les décrocheurs, mais je dirais aussi pour l'ensemble des élèves, ceux qui ne sont pas encore décrocheurs, ceux qui sont décrocheurs, comme on dit, de l'intérieur, sur place, qui ne sont pas encore partis, euh, alors qu'on peut avoir tendance à penser que les décrocheurs sont une variété d'élèves tout à fait à part, qui ont un ADN particulier. Bon, c'est souvent un long continuum qui fait qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'ils n'ont pas pu faire autre chose que partir. Donc, ce qui me paraît tout à fait intéressant dans la façon dont ces collègues procèdent, c'est qu'ils sont capables, par le suivi qu'ils ont des élèves, de savoir de quel type de ressources ils ont besoin. Et ça, je trouve que c'est tout à fait important, parce que tous les élèves décrocheurs n'ont pas besoin des mêmes ressources, parce qu'ils ne décrochent pas pour les mêmes raisons. Pour aller très vite, dans le travail que j'avais fait avec eux, j'avais distingué des décrocheurs que j'appelle des décrocheurs normaux, si on peut dire des élèves qui traînent des gamelles de connaissances depuis pas mal d'années, et d'autres que j'appelle les décrocheurs paradoxaux, des élèves qui ont pu être très très bons, qui en général sont membres plutôt de familles, de cadres sup, etc., mais qui ont connu des accidents de vie à un moment donné, un divorce qui se passe mal, un parent qu'on aimait qui a disparu, voilà, il y a une sorte de trou d'air. Et bien évidemment, autant ce deuxième type d'élèves
il va falloir faire un travail extrêmement fort sur l'identité, l'estime de soi, etc., parce que on se rend compte que dès qu'ils remontent dans l'école, il y a des effets d'arrière-coup qui existent, hein, d'après-coup, et qui retrouvent très très vite ce qu'ils avaient et qu'ils sont capables de le bonifier. C'est d'une autre nature pour les autres. Là, je trouve que c'est important de diagnostiquer et de ne pas croire qu'il y a des dispositifs panacés, des dispositifs martingales qui ont réponse à tout. Et évidemment, on aimerait avoir ça à certains moments. Et on dit parfois, bah, on a tout essayé, maintenant il ne reste plus rien, on est nous-mêmes démobilisés. Voilà. Donc je trouve que ça, les micro-lycées sont intéressants de ce point de vue, notamment parce qu'ils ont des référents. Chaque élève a un référent qui peut être son enseignant ou pas forcément lui. Et référent de deux natures, je dirais, à la fois parce que si on est en confiance avec lui, on peut lui raconter les petits coups au moral qu'on a et ça fait du bien, mais il peut aussi remédier, hein, sur un aspect purement cognitif, et s'il ne fait pas lui-même, trouver le collègue qui est capable de le faire, parce que c'est un des problèmes importants de la mobilisation, c'est que les élèves souvent ne savent pas pourquoi ça marche pas. Et ils se l'attribuent souvent à eux-mêmes, alors qu'on pourrait très facilement leur montrer, quand on les voit travailler, de quoi ils ont besoin et de faire de la méthodologie que j'appelle in situ, au lieu de faire ce qu'on fait parfois, une méthodologie un peu voilà, hors sol, qui donne des consignes générales dont les élèves n'ont à peu près rien à faire parce qu'on a toujours affaire à des problèmes particuliers, d'où on peut tirer des leçons générales, mais ça va jamais dans l'autre sens. Alors, sur les quatre thèmes qui viennent d'être abordés, est-ce que les autres intervenants ont une envie pressante de nous ajouter quelque chose, de nuancer? Puisque pour l'instant, ceux qui assistent au webinaire ne posent pas de questions. Je pense qu'ils sont tellement passionnés par ce que vous dites, tous les quatre, qu'ils préfèrent vous laisser la parole. Alors, c'est ce que je vais faire aussi, d'ailleurs, tout de suite. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Patrick quand il dit ils se l'attribuent souvent à eux-mêmes. Je pense qu'en fait, c'est aussi une différence fondamentale avec le concept de motivation. C'est-à-dire que j'ai essayé, là, dans l'article Cartographier la remobilisation, de m'intéresser à ce que les élèves font et non pas à ce qu'ils sont. Et ça me paraît vraiment important parce qu'on fait vite le pas. C'est comme ça qu'on tombe dans la résignation apprise de Seligman, où chacun se trouve, enfin, moi, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de Jean-Paul Sartre, par exemple, aujourd'hui, et sur l'existentialisme est un humanisme. Moi, je pense qu'il faut éviter de les essentialiser, de leur attribuer une étiquette, et puis qu'ils se disent, c'est comme ça que je suis, c'est ce que je suis. Non, exister avant d'être une essence, c'est dire ce qu'on fait. Et je ne suis pas sûr qu'on ait bien les outils pour, quand je dis outils professionnels, les lunettes pour dire là, il est dans tel type d'activité. Il est logique qu'il soit là parce qu'il vient de faire cette activité. Il risque d'aller vers tel autre type d'activité et d'avoir comme ça une espèce de cartographie des types d'activités pour suivre un parcours qui peut être original ou qui peut au contraire suivre des logiques qui sont relativement bien identifiées. Aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est pas difficile, par exemple, de comprendre ce que raconte Steve Bissonnette quand il dit modelage, pratique accompagnée et pratique autonome. On retrouve ça dans une logique, une boucle qui explique ça bien. Mais moi, ce que je pense intéressant, c'est de se concentrer davantage sur ce qu'ils font, définir ce qu'ils font, leur dire ce qu'ils font, leur demander de dire eux ce qu'ils font, de préciser tout ça. C'est ce que fait Maëlys aussi à travers l'inventaire des ressources. On se projette dans ce qu'on va faire pour se sentir plus fort. Et ça me paraît vraiment peut-être une espèce d'éthique à adopter. Parler beaucoup plus aussi dans les salles des profs et avec eux de ce qu'ils font plutôt que de ce qu'ils sont, ou dans les appréciations. Il y a un article sur les appréciations d'ailleurs de Laurent Reynaud sur notre site actuellement. Patrick, Mais on a voilà, cinq je pense minutes. qu'on parle, on travaille trop sur l'essence des élèves, on veut les essentialiser. Ça peut paraître logique quand on en a beaucoup, qu'on est prof de collège, on les voit si peu que on a besoin aussi de rendre prévisible notre environnement. Et pour le faire, je pense qu'on a besoin de coller quelques étiquettes comme ça rapides pour savoir. Mais le biais, c'est de tomber aussi dans l'élève qui s'identifie dans ce qu'il est. Et là, je pense qu'on plonge. Tout à fait, tout à fait. Et après, il y a aussi des constructions identitaires qui passent par l'agrégation à des groupes existants ou en construction qui permettent de se construire
Ils n'ont pas à être fermés sur eux-mêmes, mais enfin, ils autorisent aussi les élèves justement à se mobiliser parce qu'ils sentent que c'est à eux qu'on s'adresse pour ce qu'ils pensent être au moment où on s'y adresse. On ne peut pas complètement les prendre pour des cerveaux dans des bocaux non plus, quoi, comme s'ils n'étaient que des apprenants et pas des personnes avec toute leur histoire et leur spécificité. Ouais, si je peux me permettre, d'ailleurs, on a Julie Plouvier qui est là. J'ai vu son nom apparaître. On a aussi Ben, par exemple. Ce sont des collègues qui travaillent. Alors, Julie a écrit dans notre revue, là, cette fois-ci, mais elle écrit très souvent dans notre revue sur ce qu'on peut appeler les pédagogies coopératives. Et donc, Ben Aïda, ici présent aussi, est impliqué dans ce type d'approche. Et donc, ce sont des collègues, effectivement, qui vont donner de la valeur alors, moi, je dis à la personne sujet. C'est-à-dire qu'on intègre la dimension sociologique au sujet dans sa subjectivité. Et là, ça devient très intéressant de combiner les deux. Alors, c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, aux travaux de Sylvain Connac, parce que je trouve ça extrêmement cohérent avec la mobilisation et le concept d'engagement aussi. Parce que les travaux de Fernand Houry ont poussé l'élève à s'engager à travers les institutions. Merci Grégory. Le temps passe à une allure folle quand on est avec vous. Je vais vous proposer la dernière rubrique traditionnelle de nos webinaires. Je projetais une des illustrations qu'a réalisé Fabrice R, le dessinateur, illustrateur pour ce dossier. Et chacun autour de cette table va avoir 30 secondes, vraiment un temps très rapide, pour dire quelque chose sur ce qui est en lien avec notre dossier. Alors voilà l'image. Par ordre donc de mon écran, c'est Sylvie qui peut commencer. Eh bien, moi, ce qui m'a frappé là dans l'illustration, c'est la position des deux personnages, quoi. Et donc, pour rebondir justement sur cette question de la coopération, on aimerait bien être l'enseignant à côté de l'élève plutôt que être l'enseignante qui est debout et à lui donner des injonctions, et plutôt que tu peux, de dire on peut ensemble. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire collectivement et avec une horizontalité. Patrick? Oui, moi j'ai bien aimé ce dessin parce que je trouve qu'il est très ambivalent. On peut le lire de deux façons au moins, je vais en donner deux rapidement. On peut faire une première lecture qui voit une situation scolaire qui tient, parce qu'on a un prof et un élève, il y en a un qui parle anglais et l'autre qui lui répond. Mais on peut dire que l'enseignante, elle est tout à fait sourde, elle n'entend pas la plainte de l'élève. Elle le voit mobilisé par l'exercice, elle participe à sa mobilisation à la manière d'un coach sportif avec le geste qui va avec. Et son volontarisme peut nous paraître ridicule parce qu'on se dit il va pas être mobile, il va s'effondrer, il est déjà en partie. Mais on peut avoir une autre lecture qui est que peut-être qu'elle comprend pas, mais elle est peut-être en train de l'aider à transformer de l'extrinsèque en intrinsèque parce que finalement, elle lui fait parler anglais, elle lui fait citer les Stones, et elle est peut-être là de lui permettre aussi de dire son malaise. Et que bah, peut-être que dans les vignettes suivantes, ça sera mieux et que il faudrait, voilà, il faudrait dessiner les vignettes suivantes. Mais je me dis que je crois que ça fait partie des incertitudes dont il était question au départ. Au fond, les choses ne sont pas jouées. Ben? Oui, alors je prolonge alors un peu l'idée Ouais, moi j'aime bien la posture de l'enseignante, là, cette conviction profonde là, qu'elle a l'air de tenir et qui tient tout entier dans le postulat d'éducabilité. Voilà, même quand c'est désespérant, c'est jamais désespéré. Maëlys? Oui, alors je trouve il y a les deux chez cette enseignante parce que son commentaire Yes, you can, moi, il me fait furieusement penser aux, aux commentaires que je recevais dans mes carnets. Tu peux mieux faire, voilà, et qui me laissait dans un désarroi profond. Oui, mais comment? Oui, mais pourquoi? Oui, mais quand? Voilà. Grégory? Oui, ben, moi, je prolongerais volontiers ce qu'a dit Maëlys, hein, c'est-à-dire la potentialité, oui, oui, mais laquelle? C'est pas, voilà. Et je pense que quand on n'a pas mis le doigt sur laquelle, on reste un animateur, hein. Je me vois encore à 18 ans avec les enfants autour de moi à chanter motivé, motivé, il faut se motiver le long de la route, et puis on est content d'être là tous ensemble. Mais évidemment que dès lors qu'il faut enseigner, il faut pointer des contenus d'enseignement, et donc là, ben,
il faut poser la question de la ressource, hein. Oui, you can, mais you can quoi et comment et par quoi? Et c'est ce que fait Maëlys, par exemple, avec l'inventaire des ressources. Moi, j'ai essayé, moi, de rentrer dans le dessin et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a rien sur la table. Comme si c'était au tout début, quoi. Ils viennent de rentrer, la prof a dû dire asseyez-vous, sortez vos affaires. Et Mike, je suppose qu'il s'appelle Mike, hein, bon, il n'a rien sorti du tout. Alors elle est tout de suite venue le voir en lui disant pourquoi tu sors pas tes affaires, Mike? Mais voilà, alors lui, il a eu juste le temps de répondre ça, mais il n'a pas eu le temps d'en dire plus. Or, euh, la suite c'est euh, and I try, and I try, and I try. Et il n'arrête pas de le répéter, Mick Jagger. Et ce gamin, donc, il lui dit, mais j'essaye. Et laisse-moi un petit peu, lâche-moi un peu, que je prenne le temps d'arriver et de m'y installer, quoi. Et donc, il y a cette espèce de volonté, de survolonté de mobilisation, de le mobiliser de la part du prof, avec ses grands yeux, là, qui lui dit, allez, vas-y, là. Peut-être qu'elle en fait un peu trop, quoi. Mais dans le fond, I try, et il se passe rien, c'est ça la résignation apprise, hein. C'est après Eh ben des essais aussi, où je ne me suis pas senti progresser, Mm. c'est là que je lâche tout. Et peut-être qu'il vient de là. c'est vrai aussi. Voilà, alors on a passé une heure très rapide ce soir sur ce sujet. Il est maintenant temps de clore ce webinaire en vous remerciant d'abord, nos intervenants pour leur participation, l'auditoire pour son attention particulièrement forte ce soir. Je vous rappelle qu'il existera très vite une bibliographie commentée, une cytographie que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube avec l'enregistrement ou à côté de l'enregistrement de ce webinaire. Les cahiers pédagogiques, quant à eux, continuent. Ils relèvent d'une association, c'est une revue associative qui paraît par le travail, grâce au travail important de salariés et de nombreux militants, l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Et le soutien de tous est très important. Alors, soutien financier par l'abonnement, par l'adhésion à l'association, par la visite du site. Vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver nos textes et nos numéros sur la plateforme Kern depuis quelques temps. Mais finalement, le meilleur soutien, c'est de venir nous rejoindre, de nous envoyer des textes, de nous proposer d'écrire avec nous, d'aller aux rencontres de CRAP qui ont lieu l'été. Et le militantisme, c'est certainement la meilleure façon de nous rejoindre. Voilà, le prochain webinaire des cahiers pédagogiques aura lieu en mai 2025, qui sera consacré à notre dossier 599, qui aura pour titre Alternatives au pluriel aux groupes de besoins, si les groupes de besoins existent encore au moment où il paraîtra. Mais même s'ils n'existent pas, on aura toujours beaucoup de propositions à faire justement sur ce plan-là. Voilà, bonsoir à tous.